Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 27 janvier 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et les marchés attendaient hier, comme vous le savez, la réunion de la Fed à la suite du communiqué justement de Jérôme Powell, puis d'un discours à 20h30. Très honnêtement, les marchés ont été un peu hésitants à la suite de ce communiqué, assez mitigé, un rapport plutôt même mi-figue, mi-raisin, je trouve, dans le sens où Jérôme Powell n'a pas été très clair sur sa feuille de route. Et ça, globalement, les investisseurs, le fait que Jérôme Powell ne donne pas plus de visibilité et d'indications, eh bien, ça a un peu fait tanguer les marchés hier et globalement, on a même les principaux indices qui est évolué dans le vert et rapidement à la lecture du communiqué de la Banque centrale américaine, ont cédé complètement leurs gains en prévenant qu'elle pourrait commencer bientôt à relever ses taux afin de lutter contre l'inflation. Donc au final, rien de nouveau. Bien évidemment, on sait qu'elle va monter ses taux. Maintenant, c'est à partir de quand et combien de fois elle va relever ses taux. 3 fois, 4 fois ou 5 fois. Donc, on fera le point dans la partie macro. Mais Jérôme Powell a été assez flou, je trouve, vraiment, sur sa feuille de route. Il a redit les mêmes choses que l'on sait déjà finalement, que l'inflation pourrait s'établir durablement au-dessus de l'objectif de la Banque centrale et que les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement étaient plus importants qu'anticipés auparavant. Donc rien de nouveau, des choses que l'on savait déjà et les marchés auraient préféré justement en avoir un peu plus de visibilité, en tout cas sur la date de la réduction du bilan. Là-dessus, il n'a pas vraiment donné de date précise et surtout sur les hausses de taux à venir, car au mois de mars, globalement, les marchés s'attendent à une hausse de 25 points de base, ce que tout le monde attend, mais Jérôme Powell n'a pas été clair là-dessus en fait. Il n'a pas dit au marché très clairement on fera une hausse de 25 points de base. Il a potentiellement laissé la porte ouverte à une hausse de 50 points de base. Et là-dessus, les opérateurs, eh bien, ça les met un peu dans un stress. Et effectivement, si on fait une hausse de 50 points de base, je peux vous assurer que les marchés vont pleurer derrière. Donc là-dessus, manque vraiment de clarté, j'ai trouvé, dans le discours de Jérôme Powell. Ensuite, on a quand même la saison des résultats qui bat son plein. On a un cinquième des sociétés du S&P 500 ayant communiqué leurs résultats et globalement, les résultats sont excellents puisque 81% de ces sociétés ont dépassé les attentes. Mais comme on peut le voir là actuellement, les marchés ne payent pas les résultats. Vraiment, on sent que la normalisation monétaire prend vraiment le dessus malgré des résultats plutôt bons, voire même très encourageants pour les entreprises. Ce matin, forcément, étant donné que les indices américains ont effacé tous leurs gains, les bourses européennes ont ouvert avec un gap baissier dans le rouge, le dollar grimpe, on fera le point sur l'euro-dollar, on a atteint l'objectif théorique que je vous disais, 1,1180, 1,12. Donc un dollar qui grimpe au lendemain des annonces de la Fed, qui ont fait craindre un resserrement monétaire plus rapide qu'attendu par les marchés, mais au final, rien de nouveau. On sait depuis 6 mois que la Fed va procéder à un resserrement monétaire, juste manque de visibilité et de clarté de la part de Jérôme Powell. Donc encore une fois, euh, Powell a déclaré que la Banque centrale ajusterait sa politique en gardant l'esprit ouvert, avec pour objectif d'éviter de favoriser l'ancrage d'une inflation durablement élevée. Encore une fois, les opérateurs ont aussi jugé un ton assez restrictif de la Fed, donc faucon, assez hawkish, et cela a fait monter les rendements des États d'emprunt américains et le dollar, tout en faisant céder Wall Street derrière. Et conclusion, hausse des rendements obligataires, hausse du dollar, les métaux précieux ont pris cher. Heureusement, pareil, on fera le point dans la partie technique. Heureusement qu'on avait quand même pris un TP1 sur les 1850, mais là, effectivement, les métaux précieux cèdent derrière après le ton jugé assez hawkish de la Fed. Résultat, les rendements obligataires, le taux à 10 ans qui augmente, le dollar qui se renforce, forcément,
par effet ricochet, les métaux précieux reculent. Encore une fois, aussi, les marchés actions quand même subissent d'autres pressions, comme la hausse des prix du pétrole, avec le Brent qui a quand même franchi la barre des 90 $ mercredi. Soit on est quand même sur les plus hauts niveaux depuis 2014, et là forcément dopé par les tensions géopolitiques entre l'Ukraine, la Russie, et avec les États-Unis qui veulent prendre une part du gâteau au passage. Au programme de la journée, quand même, quelques indicateurs macro qui pourraient permettre de prolonger en tout cas ce rebond. Effectivement, on a ouvert avec un gap baissier ce matin en Europe, on reprend de la hauteur. Donc, plusieurs résultats d'entreprise. En Europe, ce sera surtout à partir de la semaine prochaine où là, on aura vraiment des grosses sociétés qui vont publier. Pour le coup, à 14h30, on aura la première estimation du produit intérieur brut pour les États-Unis au 4e trimestre et les économistes interrogés par Reuters misent sur une accélération de la croissance américaine à 5,5% lors du dernier trimestre, après 2,3% au 3e trimestre 2021. On aura aussi, bien évidemment, les allocations chômage hebdomadaires. Mais là, pour le coup, le véritable indicateur à surveiller, c'est le PIB américain à 14h30. Côté macro, ici, ce sont les Fed Funds, donc ce sont les anticipations du marché. Je vous avais déjà présenté ce graphique, je ne sais plus si c'était fin décembre ou début janvier, en vous disant globalement, les marchés tablaient sur une hausse de taux à partir de mars, ça c'était sûr. Il me semble que c'était mars, juillet et décembre 2022. Et là, voici un aperçu des hausses de taux par la Fed qui sont actuellement pleinement intégrées par le marché. Ensuite, reste à savoir quand est-ce que va commencer le ruissellement du bilan de la Fed. Est-ce qu'il va commencer à partir de cet été? Donc là, voilà les problèmes, enfin, si on peut appeler ça des problèmes, mais voilà les sources d'inquiétude de la part du marché. C'est que Jérôme Powell n'a pas été clair en fait sur sa feuille de route, comme je vous le disais, que ce soit sur la hausse de taux du mois de mars ou sur la réduction du bilan. Donc il a été assez flou, assez vaste. Ici, comme je vous le disais, le marché, là actuellement, c'est ce que price le marché suite à la réunion de Jérôme Powell. Donc, comme je vous le disais, on était en mars, juillet, décembre. Maintenant, on est passé à 4 hausses de taux. Donc, mars, mai, juillet, octobre et la prochaine en janvier 2023. Le souci, c'est que Jérôme Powell pourrait procéder à une hausse de taux de 50 points de base. En tout cas, il a laissé la porte ouverte à ce scénario. Donc là, pareil, pour le moment, les marchés anticipent ce scénario de 25 points de base. Et comme je vous le disais, si demain ou lors de la prochaine réunion, Jérôme Powell parle d'une hausse de 50 points de base, les marchés ne seront vraiment pas prêts. Quand on voit qu'il a fallu 6 mois psychologiquement pour les préparer et que malgré une préparation psychologique des marchés, ils sont en train de décrocher de 10%. Autant vous dire que si un mois à l'avance, on prévoit une hausse de 50 points de base, les marchés vont très clairement pleurer. Ensuite, c'est la réduction du bilan. Et là, pareil, les opérateurs auraient aimé des directives assez claires. Jérôme Powell a juste dit on fera une réduction du bilan pas tout de suite, pas pour le premier trimestre, lorsqu'on aura débuté les premières hausses de taux, mais n'a pas donné de date précise. Donc là, pareil, c'est un peu un flou. Donc voilà ce qu'il faut retenir vraiment des interventions de Powell. C'est vraiment aucune certitude d'avoir une hausse de 25 points de base. Gardez bien ça en tête. On peut très clairement avoir une hausse de 50 points de base. Et la réduction du bilan, je pense, elle sera fixée en fonction de l'inflation. Donc, si on a atteint un pic inflationniste au mois de janvier à 6%, et effectivement, et que l'inflation retombe doucement, Jérôme Powell va retarder, à mon avis, la réduction du bilan. Et si derrière, on fait un nouveau spike en janvier, en février et en mars, à mon avis, la réduction du bilan interviendra beaucoup plus tôt. Je vous le disais aussi que d'autres pressions étaient très présentes sur les marchés, notamment la hausse du pétrole. Et
Techniquement, c'est vrai que c'est très propre. En tout cas, on n'a aucun signaux baissier. On fera le point aussi dans la partie technique. Mais quand je regarde la tête du graphique en hebdomadaire, mensuel, daily, effectivement, on a un véritable bulldozer et le marché semble bien orienté pour aller chercher, pourquoi pas, le seuil symbolique des 100 $. Donc, ici, nous avons les prévisions de Goldman Sachs pour le Brent. Pour le coup, je ne suis pas tout le temps d'accord avec Goldman Sachs, car ils ont la fâcheuse habitude d'être un peu une girouette dans leurs prévisions. Mais là, je trouve que sur le pétrole, ça semble cohérent. Très clairement, ça semble cohérent et qu'on regarde les tensions géopolitiques qu'on a actuellement, qu'on regarde d'un point de vue technique les belles bougies flux, on n'a aucun signe d'essoufflement. On a même cassé un seuil symbolique à 90 $ et il n'y a pas vraiment d'obstacle à court terme. Donc, tout porte à croire que le marché pourra aller chercher 100 $, en tout cas, ce serait à peu près l'objectif fixé par Goldman Sachs à la fin de l'année 2022. Ici, c'était les anciennes prévisions autour, vous voyez, 80, 85 $. Et globalement, maintenant, Goldman Sachs prévoit un baril cette année aux alentours de 100 $. Et effectivement, pour le coup, je trouve que, encore une fois, quand on regarde la structure graphique, la bougie mensuelle, j'attends quand même la clôture mensuelle, mais on a un pétrole qui est bien orienté, qui surperforme, et pour le coup, l'analyse technique et les fondamentaux plaident très clairement pour une poursuite de la hausse. Direction les graphiques maintenant. Avec le CAC 40. Bon, le CAC 40 qui reprend un peu de la hauteur ce matin, on a ouvert quand même une nouvelle fois avec un beau gap baissier. Le CAC, pour moi, est l'indice qui reste le plus solide, très clairement. On a un DAX qui bat de l'aile, un Dow Jones, c'est un peu le Far West, on n'arrive pas trop à savoir ce qu'il veut faire, un Nasdaq qui plonge et un S&P vraiment sous pression. En revanche, le CAC résiste plutôt bien. On a une baisse maintenant de seulement 5%, 5,5%, alors que sur les autres indices, on est quand même sont entre 10 et 8% de baisse. Donc encore une fois, si vous êtes vendeur, vendez l'indice le plus faible. Si vous êtes acheteur, achetez l'indice le plus fort. Donc ici, ce serait le CAC 40. L'indice le plus faible actuellement, c'est le Nasdaq. Donc un CAC 40 qui pourrait potentiellement débuter une phase de range. On a un beau niveau ici, bas du nuage, on vient bloquer. J'apprécie quand même la réintégration du canal, ce qui montre que les acheteurs finalement se montrent quand même présents. Après, comme je vous le disais, tout réside dans la capacité de ce rebond, en fait, la capacité à aller plus loin ou pas. Et globalement, on est sur du 38,2 ou du 50. Donc là, on bute vraiment sur les 38,2. Le scénario 1, ce serait un range à prévoir entre 38,2 38,2 et les 6780. En données 4 heures, pour l'instant, ça tient bien. Un niveau intéressant pour moi à aller chercher, ça reste vraiment les 50% ici. On aurait la MM50 qui retomberait et globalement, ce serait un bon niveau pour tenter une vente. Là, je suis un peu mitigé, je trouve. Si certains ont tenté des ventes hier sur le signal horaire qu'on a eu sur le DAX aussi, mais comme le CAC, vous voyez, la MM50 ici, on est arrivé sur une zone, donc les 38,2 du rebond. Je vous disais que l'Europe a tendance à rebondir entre 38,2 et 50. Celles et ceux qui ont vendu ici sur le marteau et le break derrière horaire, hop, prise de TP. Maintenant, on est reparti. Donc, je
tenterai pas une deuxième fois une vente ici. Très clairement, pour moi, elle a fonctionné une fois. Voilà, quand j'ai la MM50 qui vient me chercher un niveau clé, généralement, on a une belle réaction des prix. Donc ici, c'est chose faite. Maintenant, j'attends le prochain palier pour tenter une vente. Voilà. Là, très clairement, je ne suis ni vendeur ni acheteur, plutôt neutre. Mais si on doit revendre à un endroit, ce serait ici. Voilà, sur les 7071. On aurait de nouveau la MM50 qui arrivera en ligne droite et je pense qu'on pourrait tenter une nouvelle fois une stratégie vendeuse pour aller chercher 38,2. Et si on enfonçait 38,2, alors correction en A, B et C. Et potentiellement cette fameuse épaule tête épaule. On n'y est pas encore, mais voilà un scénario que je guette. Là, pour moi, je trouve qu'on est au milieu de nulle part. Si on break, tant mieux. Et j'attendrai de nouveau le niveau des 50% pour tenter une vente avec si la MM50 revient assez rapidement sur ce niveau. Comme ce fut le cas en données horaires. Je vais juste voir en données horaires. Bon. On bloque sous résistance. Mais bon, pas plus d'infos que ça sur le CAC pour l'instant. Voilà. Pour moi, on a un beau niveau à aller chercher, ce serait vraiment le niveau des 50%. Et quand on voit comment le CAC est assez solide, je me dis que si les US doivent vraiment rebondir, tout porte à croire que le CAC pourrait très facilement aller chercher ce niveau des 50%. Vous voyez, même chose ici. On avait atteint la zone sur le DAX. Je vous disais hier de surveiller ce niveau si vous aviez un beau break baissier horaire, un bel avalement sur MM50 sur zone. Et là, ce fut le cas. On a eu un bel avalement baissier, réintégration des 38,2. On a retracé 50%, je pense. Ouais, entre 50 et 61. Mais là, c'était un beau setup à prendre. Sur avalement baissier, le flux reste baissier en fait. Pour l'instant, on a un flux baissier, donc vendre les rebonds, pourquoi pas. Là maintenant, même constat que sur le CAC, j'attendrai le DAX un peu plus haut. Seulement, on est dans un range pour l'instant. En données 4 heures, là, pour moi, rien à faire. Si on retourne une nouvelle fois ici, pourquoi pas tenter une vente, mais l'idéal, ce serait comme sur le CAC 40. Où sont les 60, les 50% ici. Bon, pour moi, ce serait ce niveau-là qui m'intéresserait. Là, la MM50 est assez loin, je trouve. Elle s'est retournée il n'y a pas longtemps, alors que sur le CAC, elle s'est déjà mieux retournée. On n'est pas très loin de la zone, donc ça me paraît plus compliqué sur l'indice allemand. Bon. La bougie hebdo va être aussi très intéressante. Hein. Si on break très clairement Kijun Tenkan, il y aura suffisamment de force pour aller chercher un peu plus haut. En revanche, si d'ici vendredi on est sous Tenkan Kijun, ça me paraît plus compliqué et à mon avis, il faudra vraiment chercher des ventes une nouvelle fois sur le DAX. Donc là, on est voilà, une zone chaude au-dessus de la tête à surveiller, mais si on clôture sous ce niveau, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je chercherai uniquement des ventes sur l'indice allemand. En données daily, bon, pas plus d'informations. J'ai envie d'aller voir les futurs. Quoi sur les futurs? Bon, un range actuellement, effectivement, un range et juste au-dessus, vous voyez, c'est notre Tenkan qui est du jaune hebdomadaire. Pourquoi pas? Bon, pour moi, on a déjà eu la même 50 qui arrivait ici, ça pouvait se tenter, mais pour retenter une vente sur le DAX, j'attendrai vraiment les 15 550. Voilà. Si on est dans un range ici, laissons les prix faire la rotation complète.
et surveiller le niveau vers les 15 585, 15 540 en données horaires. Ouais, pour moi, vendre ici, je vois pas l'intérêt. Acheter, c'est trop tard. Donc, on a un beau niveau à aller chercher. Espérons que d'ici l'ouverture US ou même après, on ait la force d'aller chercher ce niveau. Et là, il faudra de nouveau surveiller un signal de retournement. Le Dow Jones, c'est clairement le Far West. Sur l'indice américain, mais comme voilà, l'avalement 4 heures a parfaitement fonctionné au horaire, pardon, comme sur le CAC, comme sur le DAX, pardon. Ici, on a vraiment le même setup qu'on a eu sur les deux indices européens, MM50 sur zone. Vous voyez, niveau 50% des Fibo, 50% avalement. Ce sont des setups vraiment efficaces qui fonctionnent parfaitement à prendre en compte pour des trades intraday, je parle. Vraiment, quand on est dans une dynamique baissière, que votre MM horaire arrive sur un gros niveau clé, que vous avez un signal, ça reste vraiment des setups à prendre pour aller chercher. Pareil, du coup, sur le rebond, vous reprenez votre Fibo, vous retracez la hausse du rebond et vous visez entre 38,2 et 50. Et là, pareil, on est venu taper les 50. Bon, maintenant, à moyen terme, je trouve que sur le cash, on n'a pas beaucoup d'informations. Là, pareil, ça va m'intéresser aussi de voir la réaction des prix et la clôture. Je pars toujours dans l'optique que si on casse, ça va être retesté avant de retomber, potentiellement. On n'a pas fait de rebond très puissant. On a retracé à peine, on a retracé 38,2. Normalement, les US retracent un peu plus. Donc, j'aimerais bien qu'ils retracent les 50%. Vous voyez, qu'on vienne taper. Et ici, pourquoi pas chercher de nouveau une vente sur le niveau des 50%. Donc là, c'est un scénario quand même que je surveille. Sur le cash, pour l'instant, on a vraiment des mèches basses assez impressionnantes, mais ça ne plie pas complètement. J'aimerais voilà, qu'on vienne taper ce niveau avant de repartir à la baisse. Et effectivement, sur le cash, comme je vous le disais, on n'a pas plus d'informations que ça, je trouve, que ce soit en données 4 heures. Alors oui, on a l'avalement ici qui tient encore la route. Voilà pourquoi j'estime qu'on peut aller chercher un peu plus haut. Maintenant, sur le cash, je trouve que d'un point de vue de l'Ichimoku ou des bougies, on a peu d'informations. En revanche, sur les futurs, on a un range. On observe une stabilisation enfin des prix. Et finalement, après une grosse baisse, l'indice semble se stabiliser dans un range. Donc là, j'observe que sur la borne basse du range, on a quand même eu une étoile du matin, comme pattern de retournement. Donc à confirmer en clôture. À confirmer en clôture, à l'ouverture à 15h30. Mais j'aime bien ce pattern qui s'est présenté sur la borne basse. Auquel cas, on pourra aller chercher de nouveau les 38,2 et surveiller de nouveau le test sur la MM50. Sinon, chercher les 50 et les 61,8. Ça reste franchement fragile, mais après une belle dégringolade, le marché semble se stabiliser en tout cas. Donc reste à savoir si c'est un range de consolidation, il faudra revendre ici et on repart en direction du sud, ou on se fait une petite mèche sur XS 50, de nouveau on repart. Mais j'ai du mal maintenant à me dire baisse, on casse et on va chercher les 61,8. Ça me paraît ambitieux. En tout cas, ça me paraît ambitieux. Je suis plutôt sur un niveau des 50. Donc pourquoi pas une mèche ici, mais une phase de stabilisation dans un premier temps avant de repartir et de replonger. Là, très clairement, depuis vendredi, en tout cas, on a l'impression qu'on a fait un point bas,
comme je vous disais, le VIX en parallèle a fait un point haut et depuis ça a donné le point bas. Donc tant que j'ai pas une accélération du VIX, bien au contraire, je me dis qu'on pourrait continuer à ranger. Pourquoi pas reprendre un peu de hauteur. Mais pas pour autant que je me dis on va se faire un V-bottom. Voilà, j'ai pas ce scénario-là actuellement de V-bottom, reprise folle. Des marchés sous pression, les résultats ne sont pas payés pour autant, alors qu'ils sont quand même plutôt excellents. Donc, tant que les marchés seront sous pression avec la normalisation monétaire, l'indice pourrait encore reculer et céder du terrain. Mais en données daily, très clairement, beaucoup d'hésitation. Après une belle baisse, on a quand même des mèches de tous les côtés qui montrent très clairement l'indécision de la part du marché pour l'instant. La pause dans la vente, en tout cas les vendeurs marquent une pause, mais le flux pour rebondir est fébrile. Voilà. Et plus on va rester comme ça, plus je me dis qu'on va avoir du mal à aller chercher les 50 et les 61,8 et qu'au contraire, faudra vendre de nouveau le moindre rebond. Mais pour l'instant, grosse stabilisation, grosse indécision de la part du marché, qu'on voit toutes les mèches qu'on est en train de faire. Mais trop tôt pour dire on va aller plus bas. Pour l'instant, je surveille vraiment le range 4 heures. L'euro-dollar. Alors, on avait fait une gestion de position de money management sur l'ensemble du Forex. TP fait et largement atteint même. On est en train de casser par le bas. Donc celles et ceux qui étaient vendeurs ici ou là, on peut risquer quand même de vendre avant la Fed. Je vous disais, bon, pourquoi pas vendre après le bull trap et la réintégration du canal sur pullback. TP fait, très clairement. Maintenant, si on break les 1,1180, c'est objectif 1,1075, voire borne basse du canal. Voilà. Il n'y a pas de niveau clé, l'euro n'a rien à faire ici. Qu'on voit le discours hawkish de la Fed, on peut se dire que le dollar va continuer de se renforcer, l'euro chuter. Je reste baissier toujours sur cette paire. Un objectif majeur a été atteint, payez-vous, prenez des bénéfices, baissez votre stop et maintenant gardez un reliquat. Voilà. On attend la clôture, si on fait une mèche haute et que ça clôture au-dessus des 1,1180, bon, risque de rebond. Si on casse ce niveau à la baisse, je vise 1,1075. Et en excès, 1,10. C'est psychologique. Je vais quand même retracer pour le prochain briefing les zones clés, mais là, 1,1075, je sais que c'est une très belle zone. Il y a un petit niveau intermédiaire à 1,1115, et après, je pense que c'est ouais, les 1,10. C'est les 1,10 direct. Voilà. Si on a un beau niveau, prierons, on va l'arrondir. Indice, soit le bas du canal. Ouais, je vois pas d'autre scénario vraiment. J'ai absolument pas envie de payer l'euro-dollar quand je vois la dynamique. On est quand même sur une belle accélération baissière. S'il y a un rebond, pourquoi pas tenter une vente? La vente maintenant, je trouve que c'est trop tard. On est 13e de la Tenkan, vous voyez. RSI qui est quand même sur un bon niveau de survente. Bon, j'attendrai une cassure au moins et que la Tenkan redescende, qu'on dégonfle un peu le RSI. Si on peut accélérer pullback, et là, vous surveillez un signal 15 minutes, le mieux serait quand même horaire, un stop loss au-dessus, et vous visez un 10,75 en TP1 et en TP2. Voilà le plan pour l'instant. Mais là, payer en pleine accélération baissière, non, plutôt de la gestion de position pour celles et ceux qui étaient vendeurs ici. Donc, payez-vous, stop loss à break, même stop win. Hein. Vous pouvez clairement mettre un stop win ici, au-dessus de la jaune. Vous mettez votre stop win au-dessus de la jaune. Et vous laissez dérouler le trade pour viser TP1, TP2 derrière si vous avez gardé un reliquat. L'AUD-USD, pareil, ça se déroule plutôt bien, le trade aussi.
On a eu une petite frayeur hier, mais finalement, vous voyez que bien placer les stop-loss, pour celles qui avaient vendu sur l'étoile du matin, en tout cas pour ceux qui avaient vendu ici sur l'étoile du soir, oui, l'étoile du soir Doji, je vous disais de mettre vos stop-loss à break-even. Au contraire, bas de canal, de vous payer ici, de mettre votre stop, pas vraiment à break-even, mais au moins vous avez financé votre stop-loss. Et là, de nouveau, c'est parti. Donc là, pareil, c'est très bien orienté, je trouve. Et je vois pas pourquoi on n'irait pas chercher plus bas, en fait. Enfin, la zone. Je vous parle depuis maintenant plusieurs semaines. Donc, objectif toujours 0,7035. Ouais, 0,7035. Cette zone-là, 70-20, 70-40. Et mettez votre stop loss à break-even, même en stop win. Là, pour le coup, je pense qu'on peut de nouveau baisser les stops ici. Comme ça, plus personne ne peut perdre. Que ce soit celles et ceux qui sont rentrés ici, mettez un stop win. Celles et ceux qui sont rentrés sur cassure du canal, break-even. Voilà. Payez-vous. En tout cas, si vous n'avez pas pris de bénéfices, si vous n'avez pas réussi à prendre des bénéfices ici de TP1, c'est possible. Dans ce cas-là, payez-vous maintenant 50% et vous prenez le reste à la fin sur zone. Mais là, je trouve que c'est bien parti. Pullback. Non, rien à dire. Voilà, on a cassé enfin ce creux ici. On fait le pullback, ça repart. Pour moi, il n'y a pas de niveau intermédiaire. Non, c'était ce niveau-là qui m'embêtait. Il fallait prendre un TP1. On l'a cassé, on fait le pullback. Donc, objectif 0,70-20, 0,70-40. En tout cas, c'est TP final ici. Encore une fois, si vous souhaitez garder un reliquat, c'est pas interdit. Mais on est sur une grosse zone et j'ai peur qu'on fasse de nouveau un gros rebond, que ce soit compliqué. Mais si vous souhaitez garder 10-15% de la position au cas où on casse cette zone, effectivement, derrière, vous pourriez faire un super trade. NZD-USD, pareil, ça se passe plutôt bien. On avait 1000 stop loss à break-even juste avant la Fed. Objectif quasiment atteint. Je pense qu'on va y aller très clairement. Encore une fois, si c'est trop dur psychologiquement de tenir, eh bien, payez-vous une partie maintenant. Effectivement, c'est pas interdit. Quand je vois cette dynamique, drapeau sorti par le bas, ça devrait même aller plus bas. Mais c'est une grosse zone. Et d'un point de vue technique, vous voyez, l'objectif, ce serait les 63,80. Ça paraît beaucoup. Pourquoi pas, mais pareil, en fait, on est sur une énorme zone mensuelle ici, et ce serait compliqué de se prendre un gros bond, de rechuter ici, donc de se faire stopper ABE. Encore une fois, payez-vous si vous le souhaitez. Très clairement, mettez votre stop loss à break-even, même on peut le baisser et mettre en stop win. Celles et ceux qui veulent garder pour taper la zone, bah, effectivement, c'est l'objectif. En tout cas, c'est l'objectif, c'est cette zone ici, 65-80, 65-50. Une belle zone à aller chercher. On a un beau flux baissier. Et comme sur l'AUD-USD, on va arriver sur une zone. Si elle casse, on peut aller chercher beaucoup plus bas. Donc, encore une fois, à vous de voir si vous souhaitez garder un petit reliquat pour faire un super trade derrière, avoir un excellent ratio, aller chercher les 64-30. Voilà, ce serait ça l'objectif. Voilà, on a une zone ici, vous voyez, tous les spikes, les mèches qui a été travaillé. Donc ce serait 64-30 l'objectif final si cette zone-là cède sous la pression vendeuse. En hebdo, ok. Non, c'est très propre. Notre zone est là, donc il faut qu'on aille taper la zone. Voilà, 65-45, je pense qu'on peut vraiment aller les chercher et même aller plus bas. Même aller plus bas. Donc, ajustez votre money management, payez-vous si c'est trop dur psychologiquement de tenir jusqu'au bout. Au moins, prenez une partie de vos bénéfices. Maintenant, les autres attendront vraiment cette zone et pensez à garder un reliquat au cas où si ça casse, car derrière, ça pourrait faire
un excellent trade, et c'est sur ces reliquats que vous allez garder à la fin qui vont vraiment faire votre performance sur l'année en trading. Juste garder 5-10%, mais si vous êtes vraiment dans le flux et que le flux est baissier, vous arrivez à garder un trade très longtemps, eh bien, c'est vraiment sur ces petits reliquats de 5-10% que vous allez faire la différence et vraiment faire de la performance à la fin de l'année. Le gold. Bon, le gold, va falloir revenir plus tard. Heureusement, on s'est payé hier, même en début de semaine. On avait mis tous les stops à break-even. Je vous disais avant la Fed, la structure était super belle, super propre. Maintenant, avant la Fed, bon, bah, on ne peut pas anticiper les mouvements, juste se protéger, d'où l'intérêt de se payer à 1850, c'était quand même très important. Maintenant, c'est complètement retombé. Les stop-loss ont sauté, donc au moins break-even pour certains. D'autres se sont fait stopper en stop-win pour celles et ceux qui avaient payé le drapeau ici en données 4 heures. Mais normalement, il n'y a pas eu de dégâts. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts sur le gold, car voilà, il y a eu un TP1, il y a eu des prises de bénéfices. Hier, on a vraiment fait une bonne gestion du risque sur tous nos actifs. Ça a payé sur le Forex, mais pas sur le gold. Donc maintenant, retour à la case départ, retour dans un marché compliqué, j'ai envie de dire vaseux, presque piégeux, où on va de nouveau se prendre des portes de saloon. Et il faudra encore une fois intervenir sur les niveaux clés. Voilà. Donc là, on avait des beaux signaux 4 heures. La Fed est venue gâcher la fête finalement sur le métal jaune. C'est pas grave, ça arrive. Maintenant, faut laisser la poussière retomber, j'ai envie de dire, et attendre de nouveau des niveaux clés. Donc là, ce que je vais faire, c'est ajuster enfin. Voilà. Ce triangle ici. Je vais être très précis même. Ouais, si, c'est bon. Ok. Donc là, c'est notre triangle hebdomadaire. Je vais me recadrer comme il faut. Je vais enlever l'Ishimoku, repasser en mensuel. Ok, donc faut vraiment pas qu'on casse notre Tenkan une deuxième fois en mensuel, ce serait pas bon. On serait de nouveau prisonnier entre Tenkan et Kijun, et là, ça va être un enfer. Ce sera de nouveau des portes de saloon, donc compliqué. Alors, tandis que le fait qu'on soit sorti de la Tenkan, vous voyez, ça avait déclenché déjà un petit flux. Bon, c'est retombé, mais la clôture mensuelle à surveiller, il ne faut pas qu'on clôture sous le Tenkan. Sinon, on va repartir dans un marché piégeux. Maintenant, en hebdo, ouais, c'est vraiment dommage qu'on repasse sous les 1830. Bon, bah moi, la zone qui va m'intéresser, c'est 1800. 1800, donc borne basse de notre triangle, 1800 et même 50. En données daily maintenant, bon, il y a une belle zone ici, effectivement, et même 50. J'aimerais qu'on retombe un peu plus bas quand même. Voilà, pour tenter quelque chose. On a une belle oblique qui passe, tac, tac, tac. Un point de contact, 2, 3, 4. Si on peut se faire une mèche dans notre fameuse zone, hein, vous savez, la zone 1800, 1785 pour rappel, cette fameuse zone-là. Voilà, j'aimerais qu'on retape cette zone, qu'on vienne taper notre oblique et pourquoi pas tenter des achats ici une nouvelle fois. Maintenant, en données 4 heures. Ouais, je l'attends ici. Là, par là. Pour moi, c'est la zone qui m'intéresse sur le gold. On est en train de casser les plus bas ici, et même 200. On réintègre le range, je peux l'enlever, il ne sert plus à rien.
Là, j'aimais beaucoup les réactions qu'on avait comme ici. Donc, je vais me montrer patient, pas de plan de trading, mais surveiller cette zone. Voilà. 1791, 1802. Et au moindre signal, 1 heure, 4 heures, divergence, eh bien, il faudra, je pense, tenter de payer la zone. Donc, si on peut aller plus bas et nous faire une divergence, ce serait juste magnifique. Là, il y a un début de divergence, elle n'est pas validée. Vous voyez. Mais si on peut accélérer à la baisse, venir stabiliser, taper l'oblique, valider cette divergence horaire, dans ce cas-là, je pense qu'une nouvelle fois, il ne faudra pas hésiter à payer le gold. Stop loss sous la zone. Et de nouveau, espérer un retour sur les 1830, 1850. Et cette fois-ci, espérer une sortie par le haut de notre triangle. Sinon, pour les autres, les plus patients, les investisseurs long terme, eh bien, vous attendrez tout simplement la cassure de ce triangle. Voilà. Mais plus on va s'approcher de l'apex, plus il y a des chances que ce triangle dysfonctionne et qu'il soit invalidé. Donc là, il faudrait une réaction quand même assez rapide du gold. Le Brent. Le Brent, comme je vous le disais en introduction, suite aux prévisions de Goldman Sachs, pour une fois, je suis assez d'accord avec eux parce que c'est l'actif de ce début d'année, très clairement. On a les indices qui chutent, les cryptos qui chutent, les actions qui chutent, et le gold fait du surplace, finalement il cède ses gains, et le pétrole qui doit déjà se prendre pas loin de 10% à mon avis de hausse depuis le début de l'année. Je suis curieux de savoir. 16%. Ok. Donc c'est l'actif. Là il y a du flux, c'est haussier, c'est l'actif qui surperforme les autres classes d'actifs. Donc j'ai envie de privilégier le sens du flux, la hausse. En données mensuelles, on va pas se mentir, mais la bougie est juste exceptionnelle, magnifique. On a du flux, on a une force acheteuse, on casse des résistances, on a notre zone de polarité qui est en train d'être breakée. Vous voyez cette fameuse zone, tac, tac, tac. Ici, et là on est en train de la breaker. Donc finalement, si on casse la zone de polarité, la prochaine zone, elle est juste là. C'est celle-là, la prochaine zone mensuelle. Et effectivement, c'est les 100 $. On a un petit niveau intermédiaire que j'ai noté à 93,53. Je crois que c'est un niveau. Je ne sais pas d'où il sort ce niveau. Alors peut-être une zone daily. Même pas. Bon, là, ça avait buté avant de retomber. Pourquoi pas, effectivement. Ici, est-ce que je vois 93,53. Bon, je suis pas convaincu de ce niveau. Bon, c'est un petit niveau apparemment, mais c'est pas une zone mensuelle, ni une zone hebdomadaire. Donc c'est un niveau intermédiaire. Pour le coup, la vraie zone, c'est les 100 $. C'est la barre symbolique, c'est psychologique. Donc effectivement, 100 $. Bougie mensuelle, très belle. Bougie hebdomadaire, rien à dire aussi. J'attends la clôture hebdomadaire pour confirmer la cassure de la zone, mais on est plutôt bien orienté. On empile les bougies vertes, c'est flux, c'est directionnel, c'est haussier. Ça sert à rien de nager à contre-courant et d'espérer attraper un point haut. Là, pour le coup, il faut privilégier le sens du flux et chercher uniquement des achats. En données 4 heures, effectivement, très propre. Sortie de range par le haut. Pullback, ça repart. Bon, eh bien, on va viser l'objectif théorique. 92,60. Non, c'est vraiment très propre, la structure est très belle.
range, cassure, pullback, ça repart. Bon, si certains ont payé hier suite à la clôture daily, je vous disais que je repasserai haussier, potentiellement acheteur de nouveau si on cassait la zone, qu'on sortait par le haut du range et qu'on breakait en clôture les deux mèches ici. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Forcément, bon, peut-être que certains ont mis en place un plan de trading. Là, c'est un peu tard, mais c'est pas idiot du tout même. Et effectivement, on pourrait aller chercher 93,53 en TP1. Et après, garder un reliquat et pourquoi pas aller chercher les 100. Effectivement, pas de niveau. Pas de niveau qui bloque. Et puis, j'observe surtout aucun signe d'essoufflement. Le light, c'est la même chose. On avait notre range, notre bougie daily à break, les mèches ici en clôture. Ça repart. Objectif 91,26. Et là, notre zone. Voilà, la zone, elle est là. Là, on a une belle zone de polarité. Il y a 91,6. Et après, c'est 107. Voilà. Là, c'est la résistance. Là, on a une énorme zone. On a une zone de polarité. Si je prends la mèche ici et les clôtures de bougies par là. Donc voilà les deux grosses zones mensuelles. On a un niveau intermédiaire par ici. Voilà, c'est une petite zone. Et en gros, voilà les gros niveaux à surveiller. Donc là, la bougie mensuelle est juste impressionnante. On n'a pas d'obstacle au-dessus. Objectif 92, 90, 90, 92,5 à peu près cette zone-là. Voilà, donc je reste haussier sur le pétrole et on fera le point une fois qu'on aura tapé notre zone là de nouveau. Là pour le coup, je serais intéressé pour chercher une vente par ici. Si on a un beau niveau, je pense qu'on peut commencer à chercher une vente par ici pour retomber avant de repartir. Mais pour l'heure, c'est haussier, une raison d'être vendeur. Pareil, sortie de range par le haut, pullback, ça repart. Les acheteurs qui gardent la main. Les crypto-monnaies. Bon, encore une fois, ça retombe. On a fait l'objectif de la divergence quand même. On avait mis en place un plan de trading sur l'Ethereum. Donc très clairement, j'espère que vous avez pris votre TP sur les 50% parce que derrière, c'est retombé. Sur le BTC, si certains voulaient jouer la divergence 4 heures, eh bien pourquoi pas. Vous voyez, de nouveau, 50%, comme sur le Dow Jones, comme je vous le disais, comme sur le DAX, comme sur le CAC, et même 50, qui arrive sur un niveau clé, et étoile filante, ça n'a pas raté. Correction. C'est vraiment un setup qui fonctionne bien lorsque la MM50 arrive sur une grosse zone clé et qu'il y a un signal de retournement. Il ne faut pas avoir peur. De nouveau, pour faire un trade, et vous retracez pareil. Et là, vous reprenez votre Fibo du rebond pour avoir votre objectif et vous visez les 50%. Et globalement, ça se passe toujours comme ça. Donc là, c'est vraiment un petit tips que je vous donne pour votre trading. Assez efficace en intraday, je trouve. Bon, on se stabilise en données 4 heures. Ça manque de carburant quand même. Ça manque de conviction aussi, ce marché. Vraiment sous pression. Si le Nasdaq lâche encore 10%, autant vous dire qu'on va lâcher 20% sur les cryptos. Maintenant, rien à faire sur le BTC. J'attends de nouveau des niveaux clés ou des retours sur support pour tenter de payer. Mais là, dans l'état actuel des choses, le BTC ne m'intéresse pas. On n'est pas sur un niveau pertinent. Si on casse l'oblique, bon, potentiellement on aura quelque chose d'intéressant. Je
préfère qu'on casse des résistances. Encore une fois, je le répète, hein, mais c'est beau de mettre des graphiques en hebdomadaire, en mensuel et dire à long terme c'est haussier. Effectivement, dans ce cas-là, si c'est haussier dans une tendance haussière, préserver des supports c'est bien, casser des résistances c'est encore mieux. Et là, pour le coup, c'est baissier en daily, c'est haussier peut-être en long terme, échelle logarithmique sur 10 ans, mais on ne casse pas de résistance. Donc, tant qu'on ne casse pas de résistance, j'estime qu'on peut aller plus bas en fait. Et dans ce cas-là, autant en profiter sur un niveau de support clé. Si on casse une résistance, eh bien, on verra ce qu'on fait d'ici là. Pourquoi pas chercher des achats, mais il faudrait casser les 41 000. Et là, pour l'heure, c'est des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas, selon la théorie de Dow, qui caractérise une dynamique baissière. Donc pour l'heure, voilà, j'attends les 30 000 ou un retour sur les 33 850, mais c'est pas vraiment un niveau clé, un niveau intéressant. En données 4 heures, c'est fragile, très clairement. La divergence a fonctionné, mais on est vite retombé. Bon. Le BTC m'intéressera de nouveau si on casse les 41 000. Ici, on est au milieu du désert, rien à faire. Et il m'intéressera si on retombe en direction des 30 000. Voilà très clairement la feuille de route sur le BTC. Mais pour l'heure, passez votre chemin. L'Ethereum. Donc l'Ethereum, j'espère que vous avez pris votre TP. Encore une fois, la difficulté réside toujours de où on trace nos 50% de la dernière vague de hausse. Est-ce que c'était ici ou est-ce que c'était là? Auquel cas, on est venu faire les 50% pile poil. Voilà. Donc, et même 50, de nouveau, ça n'a pas raté. Donc, j'espère que vous avez vraiment pris un TP. Je vous disais quand même de mettre votre stop loss à break-even avant la Fed. Et effectivement, avant la Fed, c'est bien monté. On prenait 10% sur l'Ethereum et derrière, c'est complètement retombé. Donc, j'espère que au moins, soit vous êtes sorti à break-even, soit vous avez vraiment respecté le setup de la divergence. Vous avez pris vos 50%, mis votre stop loss à break-even. Au cas où je vous disais quand même de prendre 50% et derrière de garder un reliquat, sait-on jamais, si le marché repart, finalement c'est ressorti, c'est retombé. Donc pris 50%, fait votre TP1, mis votre stop à break-even, et là, fin du trade, c'est sorti. Donc maintenant, je laisse tomber la divergence. Quand je regarde la clôture journalière, elle est horrible. Encore une fois, incapacité à casser des résistances. Donc on avait une belle bougie flux, ça partait bien. Je me suis dit, tiens, on peut aller plus haut. Powell a parlé, les marchés sous pression, les cryptos, c'est retombé. Donc là, pareil, je ne vais certainement pas être acheteur sous une résistance dont on n'a pas réussi à casser, hier. Par conséquent, pour moi, sous résistance, ça ne m'intéresse pas. Si on casse, pourquoi pas. Sinon, j'attends le prochain niveau de support. Et là, quand même, et je surveille surtout la clôture mensuelle. Il ne faut vraiment pas qu'on casse la Kijun. Si on casse notre Kijun mensuel, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. J'ai peur qu'on aille chercher les 61,8 de Fibon. On se trouve à la croisée des chemins. Très clairement, on est sur un niveau clé, mais bon, c'est vrai que le plat Kijun fait office de support. Normalement, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que ma zone est mal tracée? C'est possible. Peut-être que la zone est plus large. On est en plein dans la zone. Je peux élargir ma zone. À mon avis, il faudrait que j'élargisse ma zone et du coup, on sera en plein dans la zone. Bon. Je vais retravailler cette zone et essayer de l'affiner parce que c'est vrai qu'on a notre plat Kijun qui est juste en dessous. Et bien évidemment, c'est un niveau de support. Mais d'un point de vue des prix, bon, à mon avis, il faut que je réajuste ma zone. Pas grand chose, mais on a le plat, je peux pas ignorer le plat Kijun mensuel. C'est un niveau qui est trop important. Et donc, il faut faire avec. Mais pour l'heure, ça reste fragile.
pas de plan de trading, enfin plus de plan de trading du coup. Et j'attends de... Honnêtement là, c'est assez flou sur les cryptos. Bon, la belle zone qui m'intéresse, c'est les 1950. Voilà, si on doit retomber une nouvelle fois, si le BTC doit aller à 30K, ce serait 1950. BTC 30K, Ethereum 1950, ce serait pas mal. Et là, effectivement, ça m'intéresserait de nouveau pour chercher des achats uniquement sur cette zone-là. Pour l'heure, bon, c'est vrai que si on tombe un peu plus, on pourrait former un début de divergence. Mais malheureusement, il faudrait qu'on clôture un peu plus bas. Donc à surveiller pour l'instant. On semble se stabiliser sur l'Ethereum, mais clairement, j'ai pas envie de mettre en place de nouveau un plan de trading sur l'ETH. Je vais attendre un peu, surveiller quand même la clôture hebdomadaire et la clôture mensuelle. Ensuite, on avisera. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Faites attention à votre exposition et à vos leviers sur le marché en période de forte volatilité. Et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.